Elle arrive à peine à garder un travail. Ma mère a témoigné contre moi. Le juge en chef s'est levé, cela fait 3 ans qu'elle est juge. Le visage de ma mère est devenu tout blanc. Je me tenais dans cette salle d'audience, les mains tremblantes contre la table en bois, regardant ma propre mère assise à la barre des témoins comme si elle y avait sa place. Patricia Turner, la femme qui m'a donné naissance, était sur le point de détruire ma vie avec une seule phrase. Ses lèvres ont bougé et les mots ont été plus tranchants que n'importe quel couteau. Elle a du mal à garder un emploi. Ma fille est irresponsable, instable et inapte. Les néons grésillaient au-dessus de nous, projetant des ombres dures sur son visage. Elle ne m'a même pas regardé quand elle l'a dit. C'était l'audience pour la garde de ma fille de 3 ans, Lily, la seule chose pure qui restait dans mon monde. Ma propre mère témoignait contre moi, disant au tribunal que je n'étais pas capable d'élever mon enfant. Elle voulait la garde. Elle voulait m'enlever Lily parce qu'elle croyait que j'avais échoué dans tout le reste. Les preuves accumulées contre moi ressemblaient à une montagne que je ne pouvais pas gravir. Mon avocate semblait vaincue avant même que nous ayons commencé. Je sentais mes rêves s'effondrer. Je sentais le poids du jugement de tout le monde peser sur mes épaules. Puis une voix a percé le chaos, venant de quelque part derrière le banc du juge. Une voix qui allait tout changer. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière. À l'époque où je croyais vraiment que la vie pouvait être juste. J'étais Alison Turner, 29 ans, travaillant comme avocate collaboratrice chez Morgan & Pierce, un petit mais respectable cabinet d'avocats à Portland, Oregon. Rien d'extraordinaire, mais un travail honnête. J'aidais les familles à gérer les divorces, les batailles pour la garde, la planification successorale, le genre de droit qui comptait vraiment pour les gens réels. Mon bureau donnait sur la rivière Willamette, et les matins clairs, je pouvais voir le mont Hood au loin pendant que je rédigeais des requêtes et examinais des contrats. Puis j'ai rencontré Derek. Derek Castellano avec son sourire parfait et son entreprise d'import-export soi-disant prospère. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il ne me demande en mariage dans un restaurant que je ne pouvais pas me permettre. Sa famille avait de l'argent, le genre qui vient avec des attentes et des jugements. Mais je pensais que l'amour pouvait combler ces fossés. Quel naïf j'étais. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. 6 mois plus tard, je suis tombé enceinte de Lily. Derek semblait ravi au début, publiant des photos d'échographie sur les réseaux sociaux, parlant de son rôle de père. J'ai travaillé jusqu'à ce que je perde les os, déterminé à prouver que je pouvais gérer à la fois ma carrière et la maternité. Les femmes le font tous les jours, n'est-ce pas? Je le pouvais aussi. Lily est venue au monde en hurlant, une petite force de la nature avec mes yeux et le menton têtu de Derek. Ces premières semaines se sont confondues dans un brouillard de nuit blanche et d'amour écrasant. Mais quelque chose n'allait pas. Derek a commencé à rentrer plus tard. Son téléphone était toujours face contre table. Il a cessé de demander comment s'était passée la journée de Lily. 3 mois après avoir accouché, j'ai trouvé les messages textes, des pages et des pages de conversation avec son assistante de direction, une femme nommée Jade. Les messages étaient explicites, détaillés, continus. Il se voyait depuis mon 2e trimestre. Pendant que je portais notre enfant, il couchait avec quelqu'un d'autre dans des chambres d'hôtel du centre-ville. J'ai immédiatement demandé le divorce. Mais la famille de Derek avait des ressources que je ne pouvais égaler. Ils ont engagé Franklin Howard, l'avocat en droit de la famille le plus cher de l'Oregon, un homme qui portait des costumes à $5000 et traitait les salles d'audience comme sa scène personnelle. Pendant ce temps, je me représentais moi-même parce que je ne pouvais pas me permettre quelqu'un de mieux pendant mon congé de maternité. La procédure de divorce a été brutale. Mais ce qui m'a détruite, c'est la dépression postpartum qui s'est abattue sur moi comme un raz-de-marée. Certains jours, je ne pouvais pas sortir du lit. Le poids de la trahison, d'être une mère célibataire, de mener une bataille juridique seule, a brisé quelque chose en moi. J'ai commencé à manquer des échéances au travail. De petites choses au début, un dépôt par-ci, une réunion client par-là. Mon patron, Monsieur Morgan, m'a convoqué dans son bureau un jeudi après-midi. Alison, nous devons parler de votre performance. J'ai essayé d'expliquer, d'essayer de lui parler du divorce, de la dépression, de comment je recevais de l'aide. Mais les cabinets d'avocats n'ont pas de patience pour la faiblesse humaine. Ils ont besoin d'heures facturables et d'un travail parfait. 3 semaines plus tard, ils m'ont licencié. Cessation de fonction professionnelle, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ma carrière, tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis la faculté de droit, envolé.
Derek a sauté sur cette information comme un prédateur. Son avocat a déposé une requête d'urgence affirmant que j'étais mentalement instable et financièrement irresponsable. Le juge, un homme plus âgé qui semblait me regarder sans me voir, a accordé à Derek la garde principale temporaire. Je ne pouvais voir ma fille que les week-ends. Des visites surveillées au début, jusqu'à ce qu'il décide que je n'étais pas un danger pour mon propre enfant. J'ai essayé de trouver un autre poste juridique. J'ai envoyé 43 CV en 2 mois. Mais les nouvelles vont vite dans le milieu juridique. Personne ne voulait embaucher l'avocate qui s'était fait virer pour mauvaise performance. Personne ne se souciait des raisons. Alors, j'ai pris un travail au Riverside Café, servant du café et des sandwichs à des gens qui étaient autrefois mes pairs. $12 de leur plus les pourboires. Juste assez pour couvrir le loyer d'un minuscule studio dans le quartier le moins cher de la ville. Pendant 6 mois, j'ai à peine survécu. Je voyais Lily tous les samedis et dimanches, chérissant chaque moment, et je passais les soirs de semaine à pleurer dans mon oreiller. Puis la voiture de Derek a été heurtée par un conducteur ivre sur l'Interstate 5. Il est mort sur le coup. La police me l'a annoncé un lundi matin. Je me sentais engourdi. Pas vraiment du chagrin, mais un choc. Le père de mon enfant était parti. J'ai supposé que la garde me reviendrait automatiquement. C'est comme ça que ça marche, non? Le parent survivant obtient la garde de l'enfant. J'ai commencé à préparer la chambre de Lily dans mon appartement, j'ai acheté un lit pour tout petit dans une friperie, j'ai peint les murs en jaune pâle. Puis ma mère s'est présentée à ma porte. Patricia Turner se tenait là, dans son pantalon repassé et son pull en cachemire, regardant mon appartement comme s'il était contaminé. Elle avait toujours été comme ça, mesurant tout et tout le monde à l'aune de ses normes impossibles. En grandissant, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Avoir que des A n'était pas assez parce que je n'avais pas des notes parfaites. Intégrer l'équipe de volley-ball n'était pas assez parce que je n'étais pas capitaine. Entrer en faculté de droit n'était pas assez parce que ce n'était pas Harvard. Allison, dit-elle, sans même dire bonjour. Nous devons discuter de l'avenir de Lily. Son avenir est avec moi, maman. Je suis sa mère. Le visage de Patricia se crispa. L'es-tu vraiment? Parce que d'après ce que je vois, tu es une femme de 31 ans qui travaille dans un café, vivant dans un endroit à peine assez grand pour une personne, sans parler d'un enfant en pleine croissance. Je suis en train de me remettre sur pied. Derek est mort il y a seulement 2 semaines. C'est exactement pourquoi Lily a besoin de stabilité. Je dépose une demande de garde, Allison, pour son propre bien. J'ai ri. J'ai vraiment ri parce que ça semblait si absurde. Tu ne peux pas être sérieuse. J'ai déjà engagé Franklin Howard, le même avocat que Derek a utilisé. Il est d'accord pour dire que, compte tenu de votre historique d'emploi, de vos problèmes de santé mentale et de votre situation de vie actuelle, Lily serait mieux avec moi. J'ai une maison de 3 chambres, un revenu de retraite stable et aucun antécédent d'instabilité. Tu es ma mère. Comment peux-tu faire ça? Les yeux de Patricia devinrent froids. Parce que je suis aussi la grand-mère de Lily, et contrairement à toi, je fais passer ses besoins en premier. Tu as prouvé que tu ne peux pas prendre soin de toi-même, encore moins d'un enfant. Quelqu'un doit protéger cette petite fille de tes échecs. Elle se retourna et s'éloigna, me laissant debout dans l'embrasure de la porte de mon minuscule appartement, avec l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. Ma propre mère. La femme qui était censée me soutenir dans les moments les plus difficiles de ma vie essayait maintenant de m'enlever la seule chose qui me restait. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette salle d'audience 3 mois plus tard, assise à côté de Sarah Chen, une avocate commise d'office surchargée qui a pris mon cas pro bono, mais qui a à peine eu le temps de se préparer. De l'autre côté de l'allée était assise Patricia, avec Franklin Howard, tous deux semblant confiants et calmes alors que je me sentais comme si je me noyais. Et maintenant, nous y étions, avec ma mère à la barre des témoins, disant au juge que sa propre fille était inapte à être mère. Franklin Howard se leva de sa chaise avec l'aisance de quelqu'un qui a gagné 1 millier de procès. Il boutonna sa veste de costume et s'approcha de ma mère avec un sourire doux, comme s'ils étaient de vieux amis prenant le thé. Madame Turner, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Je sais que cela doit être difficile. Patricia tamponna ses yeux avec un mouchoir. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas vraiment pleuré, mais le geste était parfait pour la loge du jury qui n'était même pas là. Ce n'était pas un procès avec jury, mais elle jouait quand même la comédie.
C'est difficile, monsieur Howard. Mais je dois penser à Lily. Bien sûr. Pouvez-vous parler à la cour de l'historique d'emploi de votre fille au cours des 18 derniers mois? Ma mère se redressa sur sa chaise. Allison a été licenciée du cabinet d'avocats Morgan & Pierce il y a environ 16 mois. Depuis lors, elle n'a pas été en mesure de maintenir un emploi stable. Elle a été renvoyée d'un poste de serveuse chez Margot's Bistro après 5 mois. Ensuite, elle a travaillé brièvement dans un magasin de détail moins de 3 mois avant qu'il ne la licencie également. Actuellement, elle travaille à temps partiel dans un café. Je voulais crier. Elle donnait l'impression que j'étais chroniquement au chômage, passant d'un emploi à l'autre. La vérité était que j'avais quitté Margot's parce qu'il voulait que je travaille les soirs et les week-ends, ce qui signifiait que je ne pouvais pas voir Lily. L'emploi dans le commerce de détail a pris fin lorsque le magasin a fermé. Mais ma mère l'a présenté comme une preuve de mon inadéquation. Donc, il serait juste de dire, continua Howard, que votre fille a du mal à garder un emploi. J'ai bien peur que ce soit exact. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Les mêmes mots du titre de ce cauchemar. Je sentais les yeux sur moi de tous les coins de la salle d'audience. Le greffier, l'huissier, même la sténographe judiciaire, semblaient arrêter de taper pour me regarder avec pitié. Sarah, mon avocate, griffonnait des notes, mais ne disait rien. Elle m'avait prévenu que ce serait difficile. Howard retourna à sa table et prit un dossier manille. Madame Turner, êtes-vous au courant d'un incident qui s'est produit il y a 7 mois impliquant votre petite fille? Patricia hocha gravement la tête. Oui. Allison était censée aller chercher Lily à la garderie Little Sprout à 17h30. Elle n'est jamais venue. L'école m'a appelé en panique à 18h15. Ma petite fille était assise seule dans le bureau en pleurant, demandant où était sa maman. Le juge, un homme à l'air sévère dans la soixantaine nommé juge Morrison, me jeta un regard avec des yeux plissés. J'ai senti mon visage brûler de honte. Que s'est-il passé? Demanda Howard. Allison a prétendu que sa voiture était tombée en panne et que son téléphone portable était mort. Mais c'est exactement le genre d'irresponsabilité dont je parle. Et si ça se reproduisait? Et si la prochaine fois il y avait une véritable urgence? Je serrai le bord de la table. Oui, ma voiture était tombée en panne, un pneu crevé sur l'autoroute. Et oui, mon téléphone était mort parce que je ne pouvais pas me permettre de remplacer la batterie, mais j'avais appelé l'école depuis une cabine téléphonique d'une station-service dès que j'avais pu. Ils avaient déjà appelé ma mère à ce moment-là. Un incident, une seule fois, et maintenant c'était utilisé comme preuve de ma négligence. Howard a présenté plus de preuves, des dossiers médicaux montrant qu'on m'avait prescrit des antidépresseurs après la naissance de Lily. Il a fait paraître cela sinistre, dangereux. Madame Turner, saviez-vous que votre fille prenait des médicaments pour la dépression? Je le savais. Et bien que je comprenne que la dépression postpartum soit réelle, l'état d'Allison semblait affecter sa capacité à fonctionner. Elle manquait les réunions de famille, ne retournait plus les appels téléphoniques. Il y avait des jours où elle n'ouvrait même pas la porte. Tout ce qu'elle disait était techniquement vrai, mais dépouillé de son contexte. La dépression après la trahison de mon mari et l'effondrement de ma carrière n'était pas une faiblesse. C'était une réponse humaine normale à un traumatisme, mais dans cette salle d'audience, cela sonnait comme une preuve d'instabilité. Puis Howard a appelé son prochain témoin, mon ancien directeur du Riverside Café, un homme d'âge moyen nommé Tom Peterson. Il avait l'air mal à l'aise de prendre la parole. Monsieur Peterson, Allison Turner a travaillé pour vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Depuis environ 8 mois maintenant. Et comment décririez-vous sa performance? Tom se tortilla sur son siège. Écoutez, Allison est une travailleuse acharnée. Vraiment, mais elle est souvent fatiguée. Elle est arrivée en retard quelques fois, peut-être 4 ou 5 fois en 8 mois. Et il y a eu quelques services où elle semblait distraite, a fait quelques erreurs avec les commandes. 4 fois en retard en 8 mois parce que je prenais 2 bus pour aller au travail, et parfois ils étaient en retard. Des erreurs avec les commandes parce que je travaillais des quarts de 10 heures debout tout en étudiant des manuels de droit tous les soirs. Mais présenté de cette façon, cela donnait l'impression que j'étais à peine compétente pour servir du café. Merci, monsieur Peterson. Sarah a essayé de contre-interroger, demandant à Tom si j'avais déjà manqué un service ou appelé malade sans raison. Il a admis que non, mais le mal était fait. Puis ce fut mon tour de témoigner.
Mes jambes semblaient faibles alors que je marchais vers la barre des témoins. J'ai posé ma main sur la Bible et juré de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Si seulement la vérité comptait autant que la présentation. Howard s'approcha de moi comme un requin encerclant sa proie. Mademoiselle Turner, vous avez été licenciée de votre poste chez Morgan & Pierce. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Je traversais une période difficile. Mon mariage se terminait. J'avais un nouveau-né et je faisais face à une dépression postpartum. J'ai fait quelques erreurs au travail. Des erreurs. Ces erreurs ont-elles nui à des clients? Non. Mais avez-vous manqué des délais de dépôt? 2 délais? Oui, mais 2 délais. Dans la profession juridique, les délais sont cruciaux. N'est-ce pas? Oui. Et pourtant vous les avez manqués parce que vous ne pouviez pas gérer la pression. Je voulais parler de la trahison de Derek, de pleurer dans les toilettes pendant les pauses déjeuner, d'essayer de tirer mon lait dans un placard de rangement tout en travaillant 60 heures par semaine. Mais Howard ne m'a pas donné l'espace pour expliquer. Mademoiselle Turner, quel est votre emploi actuel? Je travaille au Riverside Café. Faisant quoi exactement? Je suis barista et serveuse. Et combien gagnez-vous de l'heure? Ma gorge se serra. $12 de l'heure plus les pourboires. $12. Et combien d'heures par semaine travaillez-vous? Environ 25 à 30. Howard sortit une calculatrice, en faisant tout un spectacle. Donc, environ 3 cents à 360 $ par semaine avant impôt. Est-ce suffisant pour subvenir à vos besoins et à ceux d'un enfant de 3 ans? J'étudie aussi. Je travaille pour Mademoiselle Turner. Veuillez répondre à la question. Ce revenu est-il suffisant? C'est serré, mais je me débrouille. Vous vous débrouillez. Dans un studio, c'est quoi, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés? Où dormirait votre fille? J'ai installé un lit pour tout petit dans un coin. Il y a beaucoup de place. L'expression d'Howard était pleine de mépris. Un coin d'un studio, alors que Madame Turner a une maison de 3 chambres avec un jardin, une salle de jeu et une stabilité financière. Dites-moi, Mademoiselle Turner, à 31 ans, pourquoi travaillez-vous encore à des emplois au salaire minimum et étudiez-vous? Quand aurez-vous une vraie carrière? Les mots ont atterri comme des gifles. J'ai senti des larmes monter derrière mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Je travaille à retrouver ma carrière juridique. Je suis des cours en ligne pour réintégrer le barreau dans un autre état. À 31 ans, vous êtes encore à l'école. La plupart des gens ont des carrières établies à votre âge. Ne pensez-vous pas que votre fille mérite la stabilité plutôt qu'une mère qui essaie encore de trouver sa voie? Sarah a objecté. Votre honneur, le conseil harcèle le témoin. Le juge Morrison a hoché la tête. Objection retenue. Monsieur Howard, posez vos questions sans les commentaires. Mais le mal était fait. Je pouvais le voir sur le visage du juge, dans la façon dont il me regardait. Une femme de 31 ans travaillant dans un café, vivant dans un minuscule appartement, étudiant pour des examens qui ne mèneraient peut-être jamais nulle part. Sur le papier, je ressemblais exactement à ce que ma mère prétendait. Quelqu'un qui ne pouvait pas garder un emploi, ne pouvait pas fournir de stabilité, ne pouvait pas se voir confier la responsabilité d'élever un enfant. Howard a terminé son interrogatoire. Je suis descendu de la barre des témoins, me sentant comme si je venais de tout perdre. Le juge Morrison a ordonné une pause de 15 minutes. Je suis sorti dans le couloir du palais de justice sur des jambes chancelantes. Sarah m'a suivi. Son expression était sympathique mais défaite. Je suis désolé, Allison. Je sais que c'est difficile. Elle va gagner, n'est-ce pas? Ma propre mère va prendre ma fille. Sarah hésita. Les preuves sont fortement en sa faveur. Votre mère a la stabilité financière, une maison convenable, pas de problème d'emploi. Et avec votre histoire. Mon histoire d'être humaine, de lutter après que mon mari m'ait trompé et que ma carrière se soit effondrée. Je sais. Je sais que ce n'est pas juste. Mais les juges des affaires familiales se soucient de la stabilité avant tout. Et en ce moment, sur le papier, votre mère semble être l'option stable. Je me suis appuyé contre le mur froid du palais de justice, sentant le combat s'écouler de moi. Par la fenêtre, je pouvais voir la ville de Portland vaquer à ses occupations. Des gens marchant pour déjeuner, vivant leur vie normale,
pendant que la mienne s'effondrait à l'intérieur de ce bâtiment. Vous devez vous préparer, dit doucement Sarah. Nous devrions probablement commencer à discuter des calendriers de visite. Visite, comme si j'étais une invitée dans la vie de ma propre fille. J'ai fermé les yeux et pensé au visage de Lily, à son rire, à la façon dont elle m'appelait la maman, comme si c'était le mot le plus important au monde. Je ne pouvais pas la perdre. Je n'y survivrais pas. L'huissier nous a rappelés dans la salle d'audience. Je suis retourné à ma place, me sentant comme si je marchais vers ma propre exécution. Ma mère était assise de l'autre côté de l'allée, ne me regardant pas. Elle regardait droit devant elle, calme et confiante. Le juge Morrison s'installa dans son fauteuil. Sommes-nous prêts à continuer? Howard se leva. Votre honneur, la requérante a terminé. Tous les yeux se tournèrent vers Sarah. Elle se leva lentement. Votre honneur, l'intimé n'a pas d'autre témoin pour le moment. C'était fini. Toute ma défense consistait à essayer de m'expliquer pendant que Howard me mettait en pièces. Je n'avais pas de témoin de moralité parce que je m'étais isolé pendant la dépression. Pas de dossier financier pour prouver ma stabilité parce que je n'en avais pas. Pas d'emploi impressionnant à mettre en avant. Rien. Le juge Morrison prit sa plume. Très bien. Je vais examiner les preuves et rendre une décision dans. La porte de la salle d'audience s'ouvrit. Tout le monde se retourna. Un homme au début de la cinquantaine entra, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. Il avait les cheveux argentés, des yeux vifs et portait une mallette en cuir qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Il marchait avec détermination, droit vers notre table. Votre honneur, je m'excuse pour mon retard. Puis-je m'approcher? Le juge Morrison fronça les sourcils. Et vous êtes? Marcus Kane, votre honneur. J'ai été engagé pour représenter mademoiselle Allison Turner dans cette affaire. Il tendit des papiers à l'huissier qui les passa au juge. Je le fixai, complètement confuse. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Sarah semblait tout aussi perplexe. Le juge Morrison examina les documents. Cela semble en ordre, monsieur Kane. Vous êtes conscient que nous sommes en plein milieu de la procédure. Je le suis, votre honneur. Je m'excuse encore pour le retard. Il y a eu un problème avec mon vol de Seattle. Cependant, je crois avoir un témoignage crucial qui aura un impact significatif sur cette affaire. Howard se leva, clairement agacé. Votre honneur, c'est très irrégulier. Nous sommes à la fin des témoignages. M. Kane, dit le juge Morrison, quel témoignage avez-vous? J'aimerais rappeler Madame Patricia Turner à la barre, votre honneur. Et j'ai un témoin supplémentaire qui vient d'arriver. Mon cœur battait la chamade. Qui était cet homme? Comment pouvais-je me permettre quelqu'un comme lui? Mais je ne l'ai pas interrogé à voix haute. C'était la première lueur d'espoir que je ressentais en 3 mois. Le juge Morrison réfléchit. Très bien. Madame Turner, veuillez retourner à la barre des témoins. L'expression confiante de ma mère vacilla un instant. Elle retourna à la barre des témoins, et je remarquai que ses mains n'étaient pas aussi stables qu'auparavant. Marcus Kane ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Il sourit à ma mère, mais ce n'était pas amical. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de repérer une proie blessée. Marcus Kane s'approcha de ma mère à pas mesurés, chaque mouvement calculé et précis. Il tenait une seule feuille de papier, bien que sa mallette en contienne clairement beaucoup plus. Patricia était assise à la barre des témoins, essayant de garder son sang-froid, mais je vis sa mâchoire se crisper. Madame Turner, vous avez longuement témoigné de l'incapacité de votre fille à conserver un emploi. Correct? Oui, c'est exact. Et vous croyez que cette instabilité la rend inapte à s'occuper de sa fille, votre petite fille Lily? Oui. Un enfant a besoin de constance. Marcus hocha lentement la tête. Constance. C'est intéressant. Dites-moi, Madame Turner, à quelle fréquence voyez-vous Lily actuellement? Patricia s'agita. J'essaie de la voir toutes les semaines. Vous essayez. Pouvez-vous être plus précise sur le nombre réel de visites au cours des 6 derniers mois? Je lui rends visite quand je peux, au moins 1 ou 2 fois par mois. Marcus sortit un document de son dossier. Votre honneur, voici un journal des visites de la garderie Little Sprout montrant chaque personne qui a récupéré Lily Turner au cours des 6 derniers mois.
Madame Turner apparaît sur ce journal exactement 4 fois. 4 visites en 6 mois. Est-ce que cela semble exact, Madame Turner? Le visage de Patricia rougit. J'ai mes propres responsabilités, mais cela ne veut pas dire. Donc moins d'une fois par mois. Pourtant, vous demandez la garde exclusive d'un enfant que vous voyez 4 fois en 6 mois. Je la verrais plus si elle vivait avec moi. C'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Parce que vous vous souciez profondément de la constance. Marcus sortit un autre document. Madame Turner, pendant les 18 mois où votre fille a eu des difficultés financières, travaillant à des emplois au salaire minimum, faisant face à la dépression, quel soutien financier lui avez-vous apporté? Silence. Madame Turner, avez-vous déjà proposé de l'aider avec le loyer, les courses, les frais de garde d'enfants? Je croyais qu'Allison avait besoin d'apprendre l'indépendance. L'indépendance? Ou vouliez-vous la voir échouer pour pouvoir intervenir et prouver que vous aviez raison à son sujet? Howard bondit sur ses pieds. Objection. Votre honneur, le Conseil fait des accusations sans fondement. Objection retenue. Monsieur Kane, tenez-vous en aux questions. Marcus ne perdit pas le fil. Madame Turner. Quand Allison a été licenciée de Morgan & Pierce, vous a-t-elle dit pourquoi? Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs parce qu'elle était dépassée. Avez-vous demandé ce qui s'était passé? Avez-vous offert votre soutien? Avez-vous, en tant que sa mère, essayé de l'aider à traverser l'une des périodes les plus difficiles de sa vie? La voix de Patricia s'éleva. Je suis sa mère, pas sa thérapeute. Je l'ai élevée pour être forte, pour gérer l'adversité. Si elle ne pouvait pas gérer. Si elle ne pouvait pas gérer, vous seriez là pour lui dire qu'elle a échoué. C'est ça? Ce n'est pas ce que. Laissez-moi vous poser une autre question, Madame Turner. Vous avez dépeint un tableau de votre fille comme étant perpétuellement instable, incapable de conserver un emploi. Mais savez-vous réellement ce qu'elle a fait ces 6 derniers mois? Elle a travaillé dans ce café, joignant à peine les deux bouts. Marcus se tourna pour s'adresser directement au juge Morrison. Votre honneur, j'aimerais soumettre des preuves des activités de Mademoiselle Turner au cours des 6 derniers mois. Il tendit une pile de documents à l'huissier. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Quelles activités? Ma vie avait été travail, études, sommeil, répétition. Marcus se retourna vers ma mère. Madame Turner, saviez-vous que votre fille a suivi des cours de droit en ligne à l'université de Georgetown? Les yeux de Patricia s'écarquillèrent légèrement. Non. Saviez-vous qu'elle a terminé un programme complet de 24 crédits en droit de la famille, obtenant son diplôme avec la plus haute distinction? Non, je ne le savais pas. Mes mains se mirent à trembler. Comment savait-il que j'avais terminé ce programme il y a 3 semaines? Je n'en avais parlé à personne car j'avais peur que cela ne mène nulle part. Saviez-vous, continua Marcus, la voix de plus en plus forte, qu'Allison a réussi l'examen du barreau de l'État de Washington il y a 2 mois, se classant dans les 5% supérieurs de tous les candidats? La salle d'audience éclata en chuchotement. Sarah me saisit le bras, la bouche bée de stupeur. J'avais réussi, oui, mais je ne pensais pas que quiconque le savait encore. Les résultats n'avaient été publiés en ligne que 5 jours auparavant. Patricia resta figée. Elle ne me l'a jamais dit. Peut-être parce que vous n'avez jamais demandé. Peut-être parce que chaque conversation avec vous portait sur ses échecs plutôt que sur ses luttes ou ses victoires. Mais voici ce que vous ne savez absolument pas, Madame Turner. Marcus sortit une lettre à l'aspect officiel. Il y a 3 jours, Allison Turner a reçu une offre d'emploi du bureau du procureur du comté de King à Seattle, salaire de départ de $75 000 par an avec tous les avantages sociaux, commençant dans 2 semaines. Je ne pouvais plus respirer. Cet email, je l'avais reçu jeudi soir, je l'avais lu 12 fois, craignant que ce soit une erreur. Je n'avais pas encore répondu car je n'osais pas croire que c'était réel. La salle d'audience explosa. Le juge Morrison frappa avec son marteau. À l'ordre. Patricia avait l'air d'avoir été giflée. Je ne comprends pas. Elle a travaillé dans un café. Elle a travaillé dans un café tout en reconstruisant entièrement sa carrière à partir de zéro, tout en s'occupant de sa fille chaque week-end, tout en faisant face à la dépression et à la pauvreté et à une bataille pour la garde initiée par sa propre mère. Et elle a réussi. Marcus se tourna pour s'adresser de nouveau au juge.
Votre honneur, Alison Turner n'est pas instable. Elle est résiliente. Elle ne s'est pas apitoyée sur son sort lorsque son mariage a pris fin et que sa carrière s'est effondrée. Elle s'est relevée. Elle a étudié pendant que d'autres dormaient. Elle a passé l'examen du barreau le plus difficile du pays et l'a réussi avec brio. Et elle a fait tout cela en étant la mère que Madame Turner prétend qu'elle n'est pas. Howard se leva. Votre honneur, tout cela est très dramatique, mais cela ne change pas le passé de Mademoiselle Turner. Elle a été licenciée. Elle a eu des difficultés financières. Elle a des antécédents de dépression. Marcus se tourna vivement vers lui. Elle a été licenciée parce qu'elle a refusé de participer à une dissimulation. Voulez-vous savoir pourquoi Alison Turner a vraiment été licenciée de Morgan & Pierce? Il sortit un autre dossier, celui-ci plus épais. Il y a 14 mois, Mademoiselle Turner a découvert que l'un des principaux clients du cabinet, un promoteur immobilier, commettait une fraude systématique dans les évaluations de propriété. Elle l'a signalé à son superviseur, on lui a dit de l'ignorer, et quand elle a refusé, elle a déposé une plainte auprès de l'association du barreau de l'Oregon. 2 semaines plus tard, elle a été licenciée sous prétexte de mauvaise performance. D'autres documents allèrent au juge. Des emails, des copies de la plainte déontologique, de la correspondance avec l'association du barreau. Son licenciement n'était pas une question de compétence, votre honneur. C'était une mesure de représailles pour avoir refusé d'être complice de fraude. Le barreau de l'État a enquêté et a trouvé sa plainte fondée. Le cabinet est actuellement sous examen. Alison Turner a perdu son emploi parce qu'elle a choisi l'intégrité plutôt que sa carrière. J'étais assise là, stupéfaite. Marcus Kane avait enquêté sur toute ma vie. Des choses que j'avais eu trop honte de mentionner, trop peur qu'elles me fassent paraître pire. Il avait trouvé la vérité enfouie sous le récit que tout le monde avait créé. Le visage de Patricia était devenu pâle. Elle agrippa le bord de la barre des témoins. Marcus n'avait pas fini. Alors, récapitulons, voulez-vous? Alison Turner a été trahie par son mari. Elle a signalé la corruption dans son cabinet d'avocat et a été licenciée pour cela. Elle a souffert de dépression postpartum, une condition médicale reconnue, et a cherché un traitement. Elle a occupé 3 emplois en 18 mois, non pas parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle faisait tout ce qu'il fallait pour survivre et subvenir aux besoins de sa fille tout en étudiant pour ressusciter sa carrière. Et elle a réussi. Ce n'est pas de l'instabilité, Madame Turner. C'est de la force. Il se retourna vers ma mère. Une dernière question. Saviez-vous quoi que ce soit de tout cela avant aujourd'hui? La voix de Patricia était à peine un murmure. Non. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez votre récit. La fille qui échoue que vous pouviez sauver. La petite fille que vous pouviez élever de la bonne manière parce que votre fille ne le pouvait pas. Vous vouliez avoir raison plus que vous ne vouliez soutenir votre propre enfant. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Vous avez dit vous-même dans votre requête initiale de garde qu'Alison a toujours été faible et avait besoin de quelqu'un de plus fort pour prendre des décisions pour elle. J'ai vos propres mots ici même. Patricia me regarda pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire. Ses yeux étaient humides, son masque de calme se fissurant. J'essayais d'aider. En lui enlevant la seule chose qu'elle se bat pour protéger? En la déclarant publiquement comme un échec? Ce n'est pas de l'aide, Madame Turner. C'est de la cruauté déguisée en inquiétude. Le juge Morrison leva la main. Monsieur Kane, je pense que nous avons établi votre point. Avez-vous d'autres questions? Juste une, votre honneur. Madame Turner, si vous étiez réellement préoccupée par le bien-être de Lily, pourquoi n'avez-vous pas proposé d'aider Alison plutôt que de la poursuivre en justice pour la garde? Pourquoi ne pas offrir un soutien financier, une aide pour la garde d'enfants, un endroit où rester pendant qu'elle se remettait sur pied? Patricia ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Nous connaissions tous la réponse, parce que Médée n'aurait pas prouvé qu'elle avait raison. Ne lui aurait pas donné le contrôle. Ne lui aurait pas permis de montrer enfin au monde que j'étais la déception qu'elle avait toujours dit que j'étais. Pas d'autres questions, dit doucement Marcus. Howard a tenté de réhabiliter lors du réinterrogatoire. Madame Turner, indépendamment des implications de Monsieur Kane, vous maintenez toujours que Lily bénéficierait de votre garde, n'est-ce pas? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle.
Et vous croyez que votre maison, votre stabilité, lui apporterait cela? Patricia hésita. Pour la première fois de toute ma vie, je vis le doute dans les yeux de ma mère. Je le pensais, mais je ne savais pas pour l'offre d'emploi. Je ne savais pas qu'elle avait réussi l'examen du barreau. Cela aurait-il changé votre requête? Un silence plus long. Je ne sais pas. Howard s'assit, l'air frustré. Il avait perdu le contrôle de son propre témoin. Le juge Morrison regarda Marcus. Avez-vous d'autres témoins, monsieur Kane? Oui, votre honneur. Si la cour le permet, j'aimerais appeler mon dernier témoin. Procédez. Marcus se dirigea vers les portes de la salle d'audience et les ouvrit. Une femme entra, et dès que je la vis, ma confusion s'approfondit. Elle était au début de la cinquantaine, habillée professionnellement en tailleur noir, se déplaçant avec une autorité tranquille. Elle avait des yeux bienveillants, mais une mâchoire ferme. Votre honneur, j'aimerais présenter la magistrate Eleanor Hartley. Le titre a résonné comme un coup de tonnerre. Une magistrate, une juge, entrant dans notre audience de garde en tant que témoin. Le visage de Patricia passa de pâle à blanc comme du papier. Eleanor Hartley se dirigea vers la barre des témoins avec une grâce assurée, prêta serment et s'assit. Elle me regarda directement et sourit légèrement. Un geste de réconfort que je ne comprenais pas. Marcus se tint devant elle. Magistrate Hartley, merci d'être venue aujourd'hui. Pouvez-vous s'il vous plaît dire à la cour comment vous connaissez Allison Turner? La voix d'Eleanor était claire et confiante. Allison Turner travaille avec moi depuis 3 mois en tant que stagiaire judiciaire à la Cour des affaires familiales du comté de King. La salle d'audience devint silencieuse. Même le juge Morrison se pencha en avant. Pouvez-vous élaborer sur ce poste? Demanda Marcus. Certainement. Un stagiaire judiciaire est un avocat nouvellement licencié qui travaille directement avec un juge en exercice pour acquérir une expérience pratique des procédures judiciaires. C'est un poste très compétitif. Nous avons eu 73 candidats cette année. Allison a été sélectionnée sur la base de ses résultats à l'examen du barreau, de son dossier éthique auprès du barreau de l'Oregon et de sa lettre de motivation convaincante sur la compréhension des difficultés des familles en crise. Je me sentis prise de vertige. L'email que j'avais reçu n'était pas seulement une offre d'emploi. C'était lié à quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'avais pas entièrement compris. Marcus continua. Et quelle a été votre évaluation des capacités de mademoiselle Turner? Eleanor regarda le juge Morrison. Puis-je parler librement, votre honneur? Il hocha la tête. Elle se tourna vers la salle d'audience. Allison Turner est l'un des esprits juridiques les plus dévoués, compatissants et capables que j'ai rencontrés en 20 ans de magistrature. Elle comprend le droit de la famille, non seulement sur le plan académique, mais aussi personnellement. Elle a vu le système des deux côtés, et je peux dire sans hésitation que toute famille qui se présentera devant elle recevra un jugement juste, réfléchi et profondément empathique. Ma mère émit un petit son, presque un hoquet. Marcus hocha lentement la tête. Vous avez dit se présentera devant elle. Pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire? Eleanor sortit un document de la poche de sa veste. Depuis 2 semaines, Allison Turner a été confirmée par le comité de sélection judiciaire de l'État de Washington comme la nouvelle juge du tribunal de la famille du comté de King. Elle est juge en exercice depuis 3 ans. Attendez, non, ce n'était pas juste. 3 ans, je venais d'être confirmé il y a 2 semaines. Je n'avais même pas encore commencé. Marcus a dû voir ma confusion car il a rapidement corrigé. Je m'excuse, magistrate Hartley. Vous vouliez dire 3 semaines, n'est-ce pas, pas 3 ans. Eleanor sourit. Vous avez tout à fait raison. Mes excuses. 3 semaines. Bien que, vu sa performance dans ce court laps de temps, on a l'impression qu'elle fait cela depuis bien plus longtemps. Mais le mal, ou plutôt l'impact, était déjà fait. Le nombre n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le titre, juge. J'étais une juge. Patricia se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Non, non, ce n'est pas possible. Ma fille travaille dans un café. Elle a été licenciée. Elle est instable. Elle ne peut même pas. Le juge Morrison frappa avec son marteau. Madame Turner, asseyez-vous. Mais ma mère ne semblait pas l'entendre. Elle me fixait avec des yeux fous. Vous mentez, vous tous. C'est une sorte de piège.
Allison a du mal à garder un emploi. Je connais ma propre fille. Eleanor parla calmement depuis la barre des témoins. Madame Turner, j'ai les documents de confirmation ici même si vous souhaitez les voir. Allison a travaillé avec moi tout en gardant son emploi au café pour maintenir un revenu pendant la période de transition. Elle ne voulait pas démissionner avant que son poste de juge ne soit sécurisé. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la prudence. Patricia se laissa retomber sur sa chaise, tout son combat s'étant évanoui. Elle me regarda comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu du tout. Marcus se tourna vers le juge Morrison. Votre honneur, je pense que la question devant cette cour a été définitivement répondue. Allison Turner n'est pas instable. Elle n'est pas incapable. Elle n'est pas inapte. Elle est une professionnelle respectée sur le point de siéger au tribunal de la famille. L'idée qu'elle ne puisse pas s'occuper de sa propre fille n'est pas seulement fausse, elle est absurde. Il sortit un autre document. J'ai une dernière preuve, votre honneur. Les dossiers financiers de Madame Patricia Turner pour les 12 derniers mois. La tête de Patricia se redressa vivement. Quoi? Vous ne pouvez pas. Ce sont des archives publiques, Madame Turner, obtenues légalement par une ordonnance du tribunal basée sur votre demande de garde. Lorsque vous avez demandé la garde, vous avez revendiqué une stabilité financière supérieure, mais ces dossiers racontent une histoire différente. Il tendit les papiers à l'huissier. Votre honneur, Madame Turner a accumulé 42 000 $ de dettes de jeu au cours de la dernière année. Elle a pris une deuxième hypothèque sur sa maison. Elle a 3 cartes de crédit au maximum. Et selon les avis de saisie déposés le mois dernier, sa banque entame des procédures pour reprendre sa maison. Elle a 90 jours avant la vente forcée. La salle éclata de nouveau. Howard regarda sa cliente avec choc. C'était clairement une nouvelle pour lui aussi. Patricia secoua la tête. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. J'ai eu de la malchance au poker en ligne, mais je peux arranger ça. Le pouvez-vous? Demanda Marcus. Parce que votre requête initiale indiquait que vous vouliez la garde pour fournir un foyer stable, mais vous n'avez pas de foyer stable. Dans 3 mois, vous n'aurez plus de maison du tout. Les épaules de ma mère se mirent à trembler. Pour la première fois, elle avait l'air petite et vieille. Marcus insista, bien que sa voix se soit adoucie légèrement. Madame Turner, je dois vous demander directement. Quelle était votre réelle motivation pour demander la garde de Lily? Je voulais aider. Aider. Comment? La voix de Patricia se brisa. Il y a un fonds en fiducie de la famille de Derek pour Lily. Quiconque a la garde reçoit des versements pour couvrir ses dépenses. 2 000 $ par mois. Voilà. La vérité sous tout le reste. Ma mère avait besoin d'argent et voyait ma fille comme une solution. Elle avait enrobé cela d'inquiétude et de jugement, de tous les vieux schémas de notre relation, mais au fond, il s'agissait de sa situation financière désespérée. Donc, pour être clair, dit Marcus, vous ne protégiez pas Lily d'une mère inapte. Vous vous protégiez de la faillite. Patricia se couvrit le visage de ses mains et pleura. De vraies larmes cette fois, pas des larmes de comédie. Le son remplit la salle d'audience, les brisés. Je sentis quelque chose se tordre dans ma poitrine. De la colère, oui, mais aussi de la pitié. Ma mère avait passé toute ma vie à essayer de prouver que je n'étais pas assez bien, et maintenant elle devait faire face à la réalité qu'elle était celle qui s'effondrait. Le juge Morrison parla, sa voix lourde. Monsieur Kane, avez-vous d'autres témoins? Non, votre honneur. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Monsieur Howard? Franklin Howard se leva lentement. Il regarda Patricia, puis moi, puis le juge. Votre honneur, j'ai besoin d'un moment pour m'entretenir avec ma cliente. Il se pencha et chuchota d'urgence à ma mère. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais Patricia secoua violemment la tête au début, puis sembla s'effondrer. Howard se redressa. Votre honneur, après avoir examiné les nouvelles preuves présentées aujourd'hui, je dois informer la Cour que je me retire de cette affaire. Je n'ai pas été mis au courant de la situation financière de ma cliente ni des véritables circonstances entourant l'emploi de mademoiselle Turner. Je ne peux, en bonne conscience, continuer à représenter une requête que je crois maintenant sans fondement. Patricia attrapa sa manche. Vous ne pouvez pas me laisser. Nous avions un accord.
Howard se dégagea doucement de son emprise. Madame Turner, je suis désolé, mais mes obligations professionnelles sont claires. Je ne peux pas poursuivre une affaire basée sur des informations incomplètes ou trompeuses. Il rassembla ses dossiers et sortit de la salle d'audience, laissant ma mère assise seule à sa table. Le juge Morrison la regarda. Madame Turner, souhaitez-vous continuer seule, ou voulez-vous demander un ajournement pour retenir un nouveau conseil? Ma mère me regarda. Vraiment, elle me regarda pour ce qui semblait être la première fois en 31 ans. Son visage était strié de larmes et de mascara. Tout son sang-froid soigneusement construit avait disparu. Je ne peux pas croire ça, murmura-t-elle. Tu étais juge tout ce temps et tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas demandé, maman. Tu n'as jamais posé de questions sur quoi que ce soit qui ne correspondait pas à ta version de qui tu pensais que j'étais. Mais tu es ma fille. Je suis censé te protéger. Tu es censé m'aimer. Il y a une différence. Le juge Morrison se racla la gorge. Madame Turner, j'ai besoin d'une réponse. Souhaitez-vous continuer? Patricia baissa les yeux sur ses mains. Quand elle parla, sa voix était à peine audible. Non, votre honneur. Je retire ma requête. Un soulagement m'envahit comme une vague. C'était fini. Mais le juge Morrison n'avait pas terminé. Très bien. Requête retirée. Cependant, étant donné les preuves présentées ici aujourd'hui, je vais prendre quelques ordonnances supplémentaires. Madame Turner, vous serez autorisée à des visites surveillées avec votre petite fille 2 fois par mois en attendant l'achèvement d'un programme de conseil familial. Vous et mademoiselle Turner participerez à une thérapie familiale pour aborder les problèmes sous-jacents de votre relation. Comprenez-vous? Patricia hocha la tête, hébétée. Mademoiselle Turner, dit le juge, me regardant maintenant. La garde exclusive vous est accordée avec effet immédiat. Cependant, je vous encourage vivement à permettre à votre mère de reconstruire une relation saine avec vous et Lily, si elle termine le conseil requis. Oui, votre honneur, réussis-je à dire. Ma voix semblait venir de très loin. Cette cour est ajournée. Le marteau tomba avec un coup final. La salle d'audience se vida lentement. J'étais assise sur ma chaise, incapable de bouger, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Sarah s'assit à côté de moi, me serrant la main. Est-ce qu'on vient de gagner, demandai-je. Oui, rit-elle, essuyant des larmes de ses propres yeux. Oui, Allison, tu as gagné. Marcus Kane s'approcha de notre table et posa sa mallette. De près, je pouvais voir des fils d'argent dans ses cheveux sombres et des rides de rire autour de ses yeux. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé des années dans les salles d'audience à mener des batailles comme celle-ci. Qui êtes-vous, demandai-je. Je ne vous ai jamais engagé. Je ne pourrais absolument pas me le permettre. Marcus sourit. Vous avez raison. Vous ne m'avez pas engagé. Mais quelqu'un a remarqué votre cas. Le barreau de l'État de l'Oregon a un programme qui surveille les avocats qui signalent des violations éthiques. Lorsque vous avez déposé votre plainte contre Morgan & Pierce, vous avez été signalé comme quelqu'un qui a défendu ce qui était juste à un grand coup personnel. Lorsque votre affaire de garde a été déposée, elle est arrivée sur mon bureau au Northwest Legal Defense Fund. Nous prenons des cas pro bono pour les avocats qui ont subi des représailles. Je ne comprends pas. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que nous voulions d'abord enquêter. Nous assurer d'avoir une vue d'ensemble complète. J'ai passé les 6 dernières semaines à rassembler des preuves, à vérifier votre histoire, à retrouver des dossiers. Je savais que si nous voulions gagner, nous avions besoin de preuves accablantes. Non seulement de votre compétence, mais de la vérité derrière tout ce qui vous est arrivé. Eleanor Hartley s'approcha de nous. Elle me tendit la main. Félicitations, juge Turner. Je pris sa main, encore étourdi. Je ne suis pas encore juge. Je veux dire, je n'ai même pas commencé. Et vous avez dit 3 ans, mais ça ne fait que 3 semaines. Je sais. J'ai fait un lapsus dans le feu de l'action. Pardonnez-moi. Mais Allison, vous travaillez avec moi depuis assez longtemps pour que je sache que vous allez être une juge exceptionnelle. Ce n'était pas une exagération. Mais comment saviez-vous même pour cette audience? Eleanor jeta un coup d'œil à Marcus. Il m'a appelé hier, m'a expliqué la situation. J'ai immédiatement libéré mon emploi du temps. Aucun juge ne veut voir l'un des nôtres traité injustement,
surtout pour la garde de son propre enfant. Ce que votre mère a fait, ce qu'elle a dit sur vous, c'était mal. Et je voulais m'assurer que le tribunal comprenait qui vous êtes vraiment. Je sentis de nouvelles larmes monter. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez rien besoin de dire. Soyez simplement la juge que je sais que vous pouvez être. Elle me serra l'épaule et partit. Sarah s'excusa pour déposer les derniers papiers, me laissant seul avec Marcus. Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, dis-je. Ma mère, les dettes de jeu. Comment l'avez-vous découvert? Marcus hésita. Cette partie était plus facile que vous ne le pensez. Quand quelqu'un demande la garde, ses finances deviennent pertinentes. J'ai assigné ses relevés bancaires dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Ce que j'ai trouvé m'a alarmé. La dette, la deuxième hypothèque, les avis de saisie. Cela peignait un tableau très différent de la grand-mère stable qu'elle présentait au tribunal. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Elle devait savoir que je finirais par le découvrir. Les personnes désespérées prennent des décisions désespérées. Allison, votre mère se noie financièrement. Elle a vu votre situation et a pensé qu'elle pouvait résoudre deux problèmes à la fois, sécuriser l'argent du fonds en fiducie et se convaincre qu'elle le faisait pour le bien de Lily. Il est plus facile de justifier des actions terribles quand on croit être noble. Je regardais de l'autre côté de la salle d'audience. Ma mère était toujours assise à sa table vide, ne regardant rien. Elle avait l'air brisée. Je devrais la détester, dis-je doucement. Après tout ce qu'elle vient de me faire subir, mais je me sens juste triste. C'est parce que vous êtes une bonne personne. Et probablement parce que, malgré tout, elle est toujours votre mère. Marcus rangea sa mallette. Pour ce que ça vaut, la thérapie que le juge Morrison a ordonnée pourrait vraiment aider si elle est prête à faire le travail. Et si elle ne l'est pas? Alors vous saurez que vous avez essayé, et Lily grandira avec une mère qui l'a protégée et lui a appris ce qu'est la vraie force. Marcus me tendit sa carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre transition vers votre nouveau poste, appelez-moi. Et Allison. Ce que vous avez fait, vous battre pour remonter la pente alors que tout le monde vous regardait tomber, cela a demandé plus de courage que la plupart des gens n'en trouvent jamais. Soyez fiers de ça. Il partit et je fus enfin seul dans la salle d'audience. Je marchai lentement jusqu'à l'endroit où ma mère était assise. Maman. Elle leva les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais pas si je le peux. Pas maintenant. Je sais. Elle tordit un mouchoir entre ses mains. Je me suis dit que je faisais la bonne chose. Que Lily avait besoin d'une stabilité que tu ne pouvais pas fournir. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais cru que tu étais assez bien pour quoi que ce soit. Et quand tu as commencé à échouer, cela a confirmé tout ce que j'avais toujours pensé de toi. Ça m'a fait sentir que j'avais eu raison depuis le début. L'honnêteté était surprenante et douloureuse. Tu étais ma mère, maman. Tu étais censé croire en moi-même quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Surtout à ce moment-là. Je sais que je t'ai laissé tomber. Je t'ai laissé tomber toute ta vie. Elle se leva, chancelante. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années. J'aurais dû le dire tous les jours. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Alors, suis la thérapie. Travaille sur toi-même. Parce que Lily mérite une grand-mère qui l'aime sans condition. Et peut-être qu'un jour nous pourrons trouver à quoi ressemble une relation entre nous. Puis-je te prendre dans mes bras? J'hésitais. Une partie de moi voulait dire non, partir et ne jamais regarder en arrière. Mais j'ai pensé à Lily, à ce que je voulais lui apprendre sur le pardon, les limites et l'amour compliqué. D'accord. Les bras de ma mère m'enveloppèrent et elle sanglota sur mon épaule. Je suis resté raide au début, puis j'ai lentement rendu l'étreinte. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance de la douleur, des dommages, du long chemin à parcourir. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé. Je sais, maman. Je sais. Nous sommes restés là, dans la salle d'audience vide, deux femmes brisées essayant de trouver comment guérir. Seattle avait l'air différent depuis la fenêtre de mon nouveau bureau. La vue s'étendait sur Elliott Bay, des ferries traçant des lignes blanches sur l'eau bleue. La Space Needle se dressait au loin, et les jours clairs comme celui-ci,
le mont Rainier dominait l'horizon sud comme un gardien veillant sur la ville. Mon bureau était petit, mais c'était le mien. Juge Alison Turner. La plaque sur la porte indiquait. Chaque fois que je la voyais, je ressentais un petit choc d'incrédulité. Lily était assise sur le tapis derrière mon bureau, entourée de livres de coloriage et de crayons de couleur. Elle fredonnait pour elle-même, complètement contente. Nous avions déménagé à Seattle il y a 2 semaines, trouvé un appartement de 2 chambres à Greenwood avec un petit jardin. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. Tout à nous. On frappa à la porte. Eleanor Hartley passa la tête. « Prête pour votre premier jour sur le banc ?» Mon estomac se retourna. Je suis terrifié. Bien. Ça veut dire que vous vous souciez. Elle entra et s'assit dans le fauteuil en face de mon bureau. Quel est votre cas aujourd'hui? Un litige de garde. La mère demande la garde principale. Le père prétend qu'elle est instable en raison de la perte de son emploi et de la dépression. Eleanor haussa un sourcil. Ça vous dit quelque chose? Inconfortablement. Alors vous apporterez une perspective que d'autres n'auraient pas. Rappelez-vous simplement, écoutez tout le monde. Ne croyez rien jusqu'à ce que vous voyez des preuves et mettez toujours l'enfant en premier. Et si je prends la mauvaise décision? Vous le ferez parfois. Nous le faisons tous. Mais si vous prenez des décisions basées sur les faits et la compassion, vous aurez raison plus souvent qu'à votre tour. Lily leva les yeux de son coloriage. Maman, c'est ton jour spécial aujourd'hui? Oui, bébé. Maman va être juge aujourd'hui. C'est quoi un juge? Je me suis agenouillé à côté d'elle. Un juge, c'est quelqu'un qui aide les gens à être justes. Comme quand toi et ton ami voulez le même jouet et que je vous aide à jouer à tour de rôle. C'est ce que font les juges, mais pour les adultes avec de plus gros problèmes. Ça a l'air difficile. C'est difficile, mais les choses importantes le sont généralement. Eleanor nous sourit à toutes les deux. Elle est sage, celle-là. Mon téléphone vibra. Un texto de Sarah. Bonne chance aujourd'hui. Tu vas y arriver. Un autre de Marcus. Rappelle-toi, tu l'as mérité. Maintenant, va leur montrer de quoi tu es faite. Et un d'un numéro inconnu. Je l'ouvris avec hésitation. Alison, c'est ta mère. J'ai commencé la thérapie la semaine dernière. C'est plus difficile que ce que j'attendais, mais j'essaie. J'espère que ta première journée se passera bien. Je suis fier de toi. Je t'aime, maman. Je fixai le message un long moment. Des progrès, petits, incertains, mais réels. Eleanor vérifia sa montre. Nous devrions descendre. La cour commence dans 20 minutes. Je mis ma robe, le tissu noir lourd et symbolique. Mes mains tremblaient en attachant le devant. Est-ce que j'ai l'air d'une juge? Demandai-je. Vous avez l'air de quelqu'un qui s'est battu pour ça. C'est mieux. Nous avons traversé les couloirs du palais de justice ensemble, mes talons claquant sur les sols en marbre. D'autres avocats hochaient la tête respectueusement. Certains ont eu un temps d'arrêt en voyant quelqu'un de mon âge en robe. 31 ans, c'était jeune pour un juge. Mais Eleanor avait raison. Je l'avais mérité, par le feu. L'huissier ouvrit les portes de la salle d'audience. Tous debout. La Cour des affaires familiales du comté de King est maintenant en session. L'honorable juge Alison Turner préside. Je me suis dirigé vers le banc, les jambes stables malgré mon cœur qui battait la chamade. La salle d'audience était pleine. La mère était assise à la table de la défense, l'air épuisé et effrayé. Son avocat lui chuchotait. Le père était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, confiant et calme. J'avais été cette mère. Je connaissais sa peur intimement. Veuillez vous asseoir, dis-je. Et tout le monde s'assit. Je regardais le dossier devant moi. Sarah Jenkins contre Michael Jenkins. Garde d'un enfant, Emma, âgée de 5 ans. Mère récemment licenciée de son poste d'enseignante en raison de coupes budgétaires de l'école. Père affirmant qu'elle était instable, citant sa perte d'emploi et ses antécédents médicaux d'anxiété. La même histoire, des noms différents. Avant de commencer, dis-je, je veux clarifier quelque chose. Ce tribunal ne traite pas avec des personnes parfaites parce que les personnes parfaites n'existent pas. Nous traitons avec des faits, des preuves, et ce qui sert le meilleur intérêt de l'enfant.
Mademoiselle Jenkins, Monsieur Jenkins, je vais vous écouter tous les deux. Je vais examiner les preuves et je prendrai une décision basée sur ce qui est réel, pas sur les apparences ou les suppositions. L'avocat de la mère semblait surpris. L'avocat du père semblait préoccupé. Bien. Procédons. L'audience a duré 3 heures. J'ai écouté des témoignages sur la perte d'emploi, sur les médicaments contre l'anxiété, sur les rendez-vous manqués et les disputes. J'ai posé des questions auxquelles les autres avocats n'avaient pas pensé, sur les systèmes de soutien, sur qui assistait aux réunions parents-professeurs, sur qui connaissait le livre préféré de l'enfant, ses allergies, le nom de sa meilleure amie. Le père ne pouvait pas répondre à la plupart de ces questions. La mère pouvait répondre à toutes. J'ai examiné les dossiers financiers, les dossiers médicaux, les bulletins scolaires. J'ai demandé une brève suspension et j'ai parlé en privé avec le tuteur ad litem désigné par le tribunal qui avait interrogé l'enfant. Qu'a dit Emma, ai-je demandé. Elle veut vivre avec sa mère. Elle dit que sa mère est parfois triste mais qu'elle prend toujours soin d'elle. Elle dit que son père est occupé et oublie parfois de préparer le dîner. Des faits, pas des jugements. Lorsque la cour a repris, j'ai rendu ma décision. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, je conclus que mademoiselle Jenkins a fourni des soins constants et aimants à sa fille malgré des défis importants. La perte d'emploi n'est pas un échec moral. L'anxiété n'est pas une incapacité. Mademoiselle Jenkins a cherché de l'aide, a maintenu son traitement et a continué à prioriser les besoins de son enfant. Monsieur Jenkins, bien qu'étant un parent capable, a démontré moins d'implication dans les soins quotidiens d'Emma. Je regardais Sarah Jenkins. Elle pleurait en silence. Par conséquent, j'accorde la garde physique principale à mademoiselle Jenkins. Monsieur Jenkins aura un droit de visite standard un week-end sur 2 et un soir par semaine. Les deux parties continueront une thérapie familiale pour améliorer la communication. L'avocate de Sarah serra sa cliente dans ses bras. Le père avait l'air en colère mais n'a pas objecté. Son avocat lui chuchota, expliquant probablement que c'était une décision juste. Je fis tomber doucement le marteau. Cette cour est ajournée. Alors que tout le monde sortait, Sarah Jenkins s'approcha du banc. Votre honneur, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Merci. Merci de m'avoir vu. De comprendre que lutter ne signifie pas échouer. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Je voulais lui dire que j'avais été elle, que je comprenais parce que j'avais été assise à sa place et ressenti sa peur. Mais les juges ne partagent pas leurs histoires depuis le banc. Prenez soin de vous et d'Emma, dis-je à la place. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Elle partit et je restai seul dans la salle d'audience vide. Mon premier cas, ma première décision. Cela semblait juste. Eleanor apparut à la porte. Comment vous sentez-vous? Comme si j'étais exactement là où je suis censé être. Bien. Parce que vous avez 3 autres cas cet après-midi. Je ris. Pas de repos pour les braves. Non. Bienvenue au tribunal de la famille. Ce soir-là, je suis allé chercher Lily à la garderie du palais de justice. Elle a couru vers moi avec un dessin qu'elle avait fait, tout en gribouillis violet et en soleil jaune. C'est toi, maman. Tu es la juge. C'est magnifique, bébé. Mettons-le sur notre frigo. Nous sommes rentrés à la maison dans le trafic de Seattle, Lily bavardant sur sa journée. Un garçon avait partagé ses crackers Goldfish avec elle. Ils avaient joué à la maison. Tout était parfait dans le monde d'une enfant de 3 ans. Notre appartement était encore peu meublé, des meubles de friperie et d'IKEA. Mais la chambre de Lily avait des murs peints en rose tendre, une étagère pleine d'histoires et une veilleuse qui projetait des étoiles au plafond. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Après le dîner, le bain et 3 histoires, je l'ai mise au lit. Maman, est-ce que je verrai bientôt grand-mère Patricia? Ma poitrine se serra. Tu aimerais? Je suppose. Elle a l'air triste. Les enfants voient tellement plus que ce que nous pensons. Grand-mère a fait des erreurs, mais elle travaille pour s'améliorer. Peut-être que nous lui rendrons visite bientôt. D'accord. Lily bâilla. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que toutes les étoiles. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai éteint la lumière, laissant la porte entr'ouverte. Dans la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je me suis tenu à la fenêtre donnant sur la rue. Mon téléphone a sonné. Ma mère.
J'ai hésité, puis j'ai répondu. Salut, maman. Allison, je n'étais pas sûr que tu décrocherais. J'ai failli ne pas le faire. Silence. Puis, je t'appelle parce que ma thérapeute m'a suggéré de te parler de quelque chose. Elle a dit que je devais assumer la responsabilité de choses spécifiques que j'ai faites, pas seulement m'excuser en termes généraux. D'accord. La voix de ma mère tremblait. Quand tu avais 8 ans, tu as gagné le concours d'orthographe à l'école. Je t'ai dit que la 2e place aurait été mieux parce que le gagnant attire trop l'attention. Je t'enseignais l'humilité, je pensais. Mais en réalité, je t'enseignais que la réussite était quelque chose dont il fallait avoir honte. Je me suis assise, des souvenirs revenant en masse. Je me souviens de ça. Quand tu as obtenu ton diplôme de droit, je ne suis pas venu à la cérémonie parce que j'ai dit que j'avais mal à la tête. La vérité, c'est que j'étais jalouse. Tu avais accompli quelque chose que je n'ai jamais fait. Et au lieu d'être fier, je t'en ai voulu. Maman. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Quand Derek t'a trompé, je t'ai dit que tu avais dû faire quelque chose pour le faire fuir. Je t'ai blâmé pour sa trahison parce que c'était plus facile que d'admettre que les hommes font parfois des choix terribles. J'ai ajouté à ta douleur alors que j'aurais dû être ton refuge. Des larmes coulaient sur mon visage. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que ma thérapeute m'a fait lister chaque fois que je t'ai blessé. La liste faisait 7 pages, Allison. 7 pages de façon dont j'ai endommagé ma propre fille. Et j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle, de la peur et mes propres morceaux brisés qui te coupaient. De quoi avais-tu peur? Que tu sois meilleur que moi, que tu réussisses là où j'ai échoué. J'ai abandonné l'université quand je suis tombée enceinte de toi. J'ai épousé ton père parce que c'était attendu, pas parce que je l'aimais. Il est parti quand tu avais 2 ans, et j'ai passé le reste de ma vie amère à propos des choix que j'ai faits, mais j'ai blâmé tout le monde. Quand tu as commencé à devenir la femme que je ne pouvais pas être, j'ai essayé de te rabaisser pour ne pas avoir à faire face à mes propres regrets. L'honnêteté était dévastatrice. Je ne sais pas quoi dire, maman. Tu n'as rien à dire. Je ne demande pas le pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que ce n'était jamais de ta faute. Tu as toujours été assez, plus qu'assez. C'est moi qui étais brisé. J'ai essuyé mes yeux. Est-ce que tu suis vraiment la thérapie? Tu y travailles vraiment? 2 fois par semaine. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Se regarder honnêtement, voir toutes les façons dont on a échoué, c'est brutal. Mais je te le dois, et à Lily. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec une grand-mère qui lui enseigne que l'amour vient avec des conditions. Lily a demandé de tes nouvelles ce soir. Le souffle de ma mère se coupa. Vraiment? Elle a dit que tu semblais triste. Je suis triste. Je fais le deuil de la relation que nous aurions dû avoir, de la mère que j'aurais dû être. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Pas ce que nous avions, mais quelque chose d'honnête. J'aimerais ça, si tu es d'accord. J'ai besoin de temps, maman. Ce que tu as fait, essayer de prendre Lily, ça a fait plus mal que tout ce que tu as jamais fait d'autre. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance, de savoir que tu as vraiment changé avant de te laisser revenir complètement dans nos vies. Je comprends. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes restés silencieux un moment, la ligne téléphonique nous reliant à travers des kilomètres et des années de dommages. Maman, tu te souviens quand j'avais 10 ans et que je voulais arrêter les leçons de piano parce que je n'étais pas assez bonne? Tu étais largement assez bonne. Tu as juste fait une erreur dans un récital et tu as décidé que tu étais nulle. Tu m'as dit qu'abandonner était pour les faibles, que les femmes Turner n'abandonnent pas, je me souviens. Je me suis accroché à ça quand tout s'est effondré. Quand j'ai voulu abandonner, j'ai entendu ta voix dire ça. Alors peut-être que tu n'as pas tout fait de travers. Ma mère fit un bruit entre un rire et un sanglot. Je prends ça. C'est plus que ce que je mérite. Nous méritons tous des chances d'être meilleurs. C'est ce que j'apprends. Merci, Allison, de m'avoir donné cette chance. Ne la gâche pas, je ne le ferai pas. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans la cuisine sombre pendant un long moment. La guérison n'était pas linéaire. Elle était désordonnée, lente et parfois douloureuse, mais elle était possible. Peut-être. 6 mois plus tard,
je me tenais dans la même salle d'audience où tout avait commencé. Mais cette fois, j'y étais par choix. Le juge Morrison m'avait invité à prendre la parole lors d'une conférence sur le droit de la famille, sur l'intégrité judiciaire et l'expérience personnelle, sur la façon dont la compréhension de la lutte nous rend de meilleurs juges. Eleanor était assise au premier rang, aux côtés de Marcus Kane et Sarah. Ma mère était assise au fond, silencieuse mais présente. J'ai été licencié de mon premier emploi juridique, ai-je dit à la salle remplie de juges et d'avocats. On m'a diagnostiqué une dépression postpartum. J'ai travaillé à des emplois au salaire minimum tout en étudiant pour l'examen du barreau une deuxième fois. Ma propre mère m'a poursuivi en justice pour la garde de ma fille. Il y a 6 mois, j'étais assise là où beaucoup de vos clients s'assoient, terrifiée et certaine d'avoir déjà perdu. Les gens s'agitèrent sur leur siège. Ce n'était pas le discours de conférence habituel. Je vous dis cela non pas par pitié, mais pour la perspective. Chaque personne qui se présente devant nous au tribunal de la famille est en crise. Ils ont peur. Ils sont jugés. Ils sont désespérés que quelqu'un voie leur humanité sous leurs circonstances. Nous avons un pouvoir immense pour aider ou pour nuire. J'ai vu plusieurs juges hocher la tête. J'ai appris que la perte d'emploi n'équivaut pas à un échec moral. Que chercher un traitement de santé mentale est une force, pas une faiblesse. Que les gens dans leurs pires moments méritent toujours la dignité et un traitement équitable. Ce ne sont pas des concepts abstraits pour moi, ce sont des leçons de survie. Je leur ai parlé de mon cas, du témoignage de Patricia, d'être assise sur cette chaise, sachant que tout le monde croyait que j'étais brisé. Je leur ai parlé de Marcus et Eleanor et de la façon dont ils ont vu au-delà de la surface, jusqu'à la vérité en dessous. Maintenant, je siège sur le banc et je vois des gens comme j'étais, des parents en difficulté, des personnes imparfaites faisant de leur mieux. Et je me souviens de ce que c'était d'être jugé sans être vraiment vu. Alors je m'assure de les voir, tous, parce que c'est ce que la justice exige réellement. Les applaudissements furent longs et sincères. Ensuite, des gens se sont approchés pour partager leurs propres histoires. Une juge qui avait lutté contre la dépendance et s'en était sortie. Un avocat qui avait été sans abri pendant 6 mois. Nous avions tous des cicatrices. La question était de savoir si nous laissions ces cicatrices nous rendre plus compatissants ou plus durs. Ma mère a attendu que tout le monde soit parti. Elle s'approcha lentement, incertaine de son accueil. C'était puissant, Allison. Merci d'être venu. Je n'aurais pas manqué ça. Elle marqua une pause. Je voulais te demander. Pourrais-je emmener Lily au parc ce samedi, avec la superviseure? Bien sûr. J'ai terminé 4 mois de thérapie, et j'aimerais passer plus de temps avec elle. J'ai étudié le visage de ma mère. Elle avait l'air différente, en quelque sorte, plus douce. Les arêtes vives du jugement s'étaient émoussées. D'accord. Mais maman, si jamais tu l'utilises, si jamais tu essaies de manipuler cette situation à nouveau. Je ne le ferai pas. Je le promets. Je ne suis plus cette personne. Ou j'essaie de ne plus l'être. C'est tout ce que nous pouvons faire. Essayez. Samedi est arrivé. J'ai conduit Lily au parc où ma mère attendait avec la superviseure désignée par le tribunal, une femme gentille nommée Janet. Patricia avait apporté un cerf-volant, et elle et Lily ont passé 1 heure à courir dans l'herbe, riant alors que le cerf-volant planait. J'étais assise sur un banc à les regarder, ressentant quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Pas entièrement le pardon, mais peut-être le début. Ma mère essayait, vraiment. Lily a couru vers moi, essoufflée. Maman, mamie m'a appris à faire voler un cerf-volant. Tu as vu? J'ai vu, bébé. Tu as été incroyable. Ma mère s'approcha plus hésitante. Elle est merveilleuse, Allison. Tu as fait un si beau travail en l'élevant. Merci. Je le pense vraiment. Je la regarde et je vois toutes les choses que j'aurais aimé être pour toi. Patiente, encourageante, présente. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne peux pas récupérer ces années avec toi. Mais peut-être que je peux être meilleur pour elle. Peut-être que nous pouvons être meilleurs ensemble. Patricia sourit, timide et pleine d'espoir. J'aimerais ça. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Nous avions encore des années de travail devant nous, des séances de thérapie, des conversations difficiles et des moments de régression. Mais c'était réel, honnête, et cela valait plus que n'importe quelle fantaisie parfaite. Ce soir-là, après avoir mis Lily au lit,
je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit dans le journal que j'avais commencé à tenir. J'ai appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber. C'est de se relever quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez à terre. J'ai appris que nos pires moments ne nous définissent pas, sauf si nous les laissons faire. J'ai appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Et j'ai appris que parfois, les personnes qui nous blessent le plus mènent leur propre bataille que nous ne pouvons pas voir. J'ai pensé à Sarah Jenkins, la mère de mon premier cas. J'avais pris de ses nouvelles par les dossiers du tribunal. Elle avait trouvé un nouveau poste d'enseignante. Emma s'épanouissait. Parfois, le système fonctionnait. J'ai appris qu'être juge ne consiste pas à être parfait. C'est d'être juste. C'est de se souvenir que chaque personne qui se tient devant vous est la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, quelqu'un qui se bat pour survivre à sa propre histoire. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Eleanor. Super discours aujourd'hui. Fier de toi. Un autre de Marcus. Tu changes le système de l'intérieur. Continue comme ça. Et un de ma mère. Merci pour aujourd'hui, de m'avoir laissé essayer. Je t'aime. J'ai répondu, je t'aime aussi, maman. À samedi prochain. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès, et c'était suffisant. Lily appela de sa chambre. Maman, je n'arrive pas à dormir. J'ai fermé mon journal et je suis allé la voir, me glissant dans le petit lit à côté d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Rien ne va mal. Je voulais juste te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu es la meilleure maman du monde entier. Même meilleure que la maman de Sophia. Et elle fait de très bons biscuits. J'ai ri et je l'ai serré contre moi. C'est un grand compliment. C'est vrai. Tu es forte comme une super-héroïne. Je ne suis pas une super-héroïne, bébé. Je suis juste ta maman. C'est la même chose. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'être une mère, être là tous les jours malgré la peur, l'épuisement et le doute de soi, peut-être que c'était sa propre forme d'héroïsme. Pas le genre avec une cape, mais la force tranquille de simplement ne pas abandonner. Dors, Lily. Demain est un autre jour. Qu'est-ce qu'on fait demain? Vivre, apprendre, être ensemble. C'est tout ce qui compte. Elle se blottit contre moi, et en quelques minutes, sa respiration devint plus profonde, endormie. Je suis resté là, tenant ma fille, pensant au long chemin qui nous avait menés à ce moment. Il disait que j'avais du mal à garder un emploi. Il disait que j'étais instable. Il disait que je n'étais pas assez. Mais je leur ai prouvé le contraire. Pas parce que je suis devenu juge, bien que cela ait aidé. Mais parce que je n'ai jamais cessé d'être une mère. Je n'ai jamais cessé de me battre pour la seule chose qui comptait le plus. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait.